Soyez les bienvenus à tous dans ce nouveau débrief sur Médian TV Afrique. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse de l'actualité africaine. Nous allons d'abord parler du Sénégal avec les autorités qui ont lancé le dialogue politique. Cela après 2 ans de tension et 3 mois après le rejet par l'opposition des résultats de l'élection présidentielle. Nous évoquerons notamment la situation politique au Bénin et enfin la crise en Libye avec le bras de fer entre le gouvernement de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, et le maréchal Haftar qui poursuit son offensive sur la capitale Tripoli. Et dans la première partie, nous sommes avec Abdoulaye Cissé, journaliste, grand reporter. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Merci pour l'invitation. Alors avec lui également, nous sommes avec Ousmane Ibrahim Dia, rédacteur en chef délégué de l'agence de presse sénégalaise. C'est également un plaisir partagé de venir ici dans votre studio. En tout cas, bienvenue sur Médian TV Afrique. Alors, au Sénégal, l'actualité, c'est le dialogue politique qui a démarré. Et là, pouvons-nous dire qu'ils ont bien commencé les discussions? Au lendemain de sa victoire, le chef de l'État avait appelé tout le monde à un dialogue, disant qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de vainqueur et pas de vaincu. C'est le peuple sénégalais qui était sorti vainqueur des élections. Et il avait appelé par la suite à un dialogue. Si les concertations ont démarré hier, mais on se rend compte qu'il y a des parties prenantes. Il y a également des partis de l'opposition qui n'ont pas voulu déférer à cette convocation. Et avec leurs exigences, bien entendu. Et nous parlons dans ce cas de figure du front de résistance. Oui, même ce front de résistance, il faut dire qu'il s'est un peu fissuré. Parce que je vois comme qui ont pris part hier à la rencontre d'hier. Donc ça veut dire que ce bloc qui était un peu compact au départ ne l'est plus. Est-ce que au fur et à mesure, il n'y aura pas des dissidences et qui amèneront un peu le bloc à se fissurer et à ne plus rien compter? Peut-être que dans les jours à venir, on en saura davantage. Mais ce qui est sûr que hier, on a vu que tout le monde n'était pas au rendez-vous. Ceux qui ont été au rendez-vous sont venus avec des exigences. Et le gouvernement semble un peu quand même, c'est du lest comme on dit, en acceptant l'idée d'une personnalité neutre à la tête de ce dialogue, comme l'exige l'opposition. Maintenant, est-ce que le gouvernement ira jusqu'au bout? Parce qu'entre l'opposition et le gouvernement, il se pose un problème de confiance. L'opposition met toujours en doute. Les intentions, on peut dire? Oui, puisque pour eux, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière l'idée d'un dialogue. Donc, ce qui fait qu'ils ne prêtent pas trop confiance à ce qu'avance le gouvernement. Et du coup, les dialogues ne donnent rien en général. Alors, M. Cissé, ce dialogue est-il bien parti? Peut-on s'attendre à un consensus? Au moins, il était temps, parce qu'il faut le mettre en perspective. On vient de sortir de l'élection présidentielle, mais il y a surtout d'autres échéances qui attendent, notamment le scrutin de décembre prochain, les locales. Et c'est peut-être pour ça qu'il était temps de commencer ce dialogue, puisque bien sûr, tout tourne autour du processus électoral. Attention quand même, parce que le dialogue ne veut pas forcément dire un consensus au sortir de ce dialogue. Et l'exigence de l'opposition, d'ailleurs, qui tient à une personnalité neutre pour conduire ce dialogue, ne veut pas dire que ce n'est pas le ministre de l'Intérieur actuel qui va organiser l'élection. Ça, c'est vraiment tout autre chose. Mais pour l'instant, il est en charge du dialogue. Et le président de la République, Macky Sall, n'a jamais donné un signe pour accepter de changer de ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, on va dialoguer, mais le ministre de l'Intérieur actuel sera celui qui sera chargé de mettre en œuvre le processus électoral. Donc, sur quoi on dialogue? On va essayer de s'entendre sur l'audit du fichier électoral. Je rappelle quand même que c'est un fichier pour lequel le gouvernement rappelle encore que le fichier est crédible à 98%, puisque ayant été audité par des structures indépendantes de l'Union européenne et autres. Donc, on aura du mal à s'entendre et d'ores et déjà, on le sait, il y a un bloc qui est constitué des 4 candidats de l'opposition, les 4 candidats malheureux, mais qui ont souscrit au livre blanc publié par Idrissa Seck et qui dénoncent beaucoup d'irrégularités, qui sont rejetées systématiquement hier encore, à l'entame de ce dialogue, rejetées par le ministre de l'Intérieur. Donc, on aura du mal à les mettre d'accord sur ce sujet-là. Maintenant, avoir une personnalité neutre. L'intérêt,
ce serait au moins d'amener le camp présidentiel, notamment le président de la République, à accepter d'abord d'appliquer les conclusions de ce dialogue. Mais s'il n'y a pas un accord ou une acceptation du président de la République pour appliquer les conclusions de ce dialogue, on va discuter, mais on arrivera à un statu quo. Déjà, vous avez évoqué les candidats malheureux. Il s'agira justement pour ce dialogue-là d'évaluer d'abord la présidentielle qui a suscité beaucoup de polémiques quand même. Oui, comme l'a dit Cissé, le camp d'Idriss Seck a sorti un livre blanc. Et on s'est rendu compte qu'il y a 2 jours, le gouvernement a démonté pièce par pièce les accusations de l'opposition. C'est-à-dire que tant qu'on campe sur effectivement le fichier électoral, les résultats de la présidentielle, on passe sur de mauvaises bases. Ce sera toujours action-réaction. Et l'idéal serait peut-être de faire table rase de tout ça, mais le gouvernement n'entendra jamais en parler. Pour eux, le fichier électoral, il est fiable à 100%. Bon, au moins à 99%, puisqu'il a été audité par la communauté internationale. Et maintenant, mais pour les opposants, il n'en est absolument rien de tout ça. Ils accusent également, pour eux également, l'état civil n'est pas fiable. Donc vous vous rendez compte qu'il y a trop de divergences. Mais puisque le président dit qu'il en est à son dernier mandat, moi je crois que c'est à lui de donner des gages, que cette fois-ci, il n'y aura pas de crainte, l'opposition ne doit pas nourrir de crainte à aller à ce dialogue-là. C'est lui qui devra peut-être s'investir à mettre tout le monde à l'aise. Je en parle bien sûr des opposants, à mettre à la tête de ce dialogue une personnalité neutre, même si Ali Ngounia il va rester au ministère de l'Intérieur, ils vont peut-être piloter tout ça, mais celui qui gère en réalité ce dialogue, ce sera une personnalité neutre. Maintenant, on a notre problème, qui sera cette personne-là? Justement, qui sera-t-elle? Qui sera cette personne-là? Le principe, c'est d'accepter une personnalité neutre, mais ce sera qui? Alors, Monsieur Cissé, déjà, il y a un doute qui plane sur le fichier électoral alors qu'on se dirige vers les élections locales. Cela ne nous mènera-t-il pas vers un report de ces élections? Écoutez, on est en train de créer en tout cas les conditions de la non-tenue de ce scrutin prévu en décembre. Pourquoi? Parce qu'on risque de se retrouver à un moment où, matériellement, on n'aura plus le temps d'organiser ce scrutin. On est à 6 mois, tout au plus. Il va falloir quand même commencer. L'organisation du scrutin local est beaucoup plus compliquée encore. L'organisation du scrutin local est beaucoup plus compliquée encore que ce qu'on peut faire sur une élection présidentielle. D'autant que d'ailleurs, on a eu une élection avec très peu de candidats grâce au filtre du parrainage. Et ce dialogue politique qui est lancé devrait permettre d'ailleurs de décider du mode de parrainage qu'on va appliquer aux candidats pour cette élection locale. Et là, ce sera encore un autre point d'achoppement certainement, puisque chacun voudra faire pour avoir le plus de conseillers, mais on ne sait pas encore, on ne sait même pas encore le mode de scrutin, puisque le débat est lancé pour changer même le mode d'élection du maire, que ce soit un maire élu à un scrutin direct plutôt que sur un scrutin de liste. Donc vous voyez, il y a énormément de questions, et manifestement, on n'aura pas le temps matériel pour organiser le scrutin. Encore qu'en logistique, c'est très très lourd, mais on risque d'aller jusqu'au bout et constater que malheureusement, ce n'est pas possible et ce sera les conditions d'un report. Alors, vous partagez les avis de M. Cissé? Je crois qu'aujourd'hui, c'est un rapport qui se dessine. Bon, c'est des élections qui ont été déjà reportées. Ce sera Tout laisse croire qu'on s'achemine vers un second report parce que les élections locales, qu'il faut rappeler, c'est une élection très difficile. Et aujourd'hui, avec beaucoup d'enjeux. Avec beaucoup d'enjeux parce que c'est des élections qui vont également préparer qui seront une sorte de ballon de sonde pour les élections à venir. Je vais vous parler des législatives et peut-être encore de la présidentielle de 2000. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, avec ce dialogue qui vient de s'ouvrir, peut-être que il semble qu'on s'achemine vers un report des élections locales. Ce serait quand même dommage qu'il y ait un chamboulement du calendrier électoral. Ce que le Sénégal a toujours quand même réussi à faire, c'est d'organiser des élections à date échue. Et dans ce cas de figure-là, que faire pour décrisper la situation? Écoutez,
Écoutez, le dialogue déjà, il faut en discuter dans le cadre de ce dialogue-là. Mais ce qui serait dommageable, en fait, c'est qu'on reporte les élections par stratégie. Si tout le monde fait le constat que matériellement, on n'y est pas, on peut s'entendre sur les modalités d'un report. Mais si, d'entrée, comme d'ailleurs le camp présidentiel, puisque certains l'ont suggéré, et c'est ça qui pose problème, c'est que la suggestion vient du camp présidentiel pour reporter les élections. Cela fait que l'opposition pense toujours que c'est une stratégie pour encore bien asseoir leur domination sur le... Je ne sais pas, mais déjà la réaction n'est pas des moindres, celle de l'ancien président Abdoulaye Wade qui, à travers un communiqué, juge que ce dialogue n'est pas nécessaire. Oui, mais parce que pour lui, de toute façon, le fichier sur lequel on travaille aujourd'hui, le président Abdoulaye Wade l'a mis à nu. Pour lui, ce fichier-là n'est pas bon et il avait quand même... Il a peut-être raison sur les autres. Il avait alerté, lui. Il avait alerté avant l'élection présidentielle pour dire que ce fichier ne permet pas d'avoir une élection libre. Mais c'est son appréciation. Ce n'est pas l'avis des autres qui ont participé. En dépit de tout ce qu'ils ont dénoncé dans ce fichier-là, ils ont participé et ils ont pensé qu'ils pouvaient gagner ce scrutin. C'est l'avis de Maître Abdoulaye Wade. Il a peut-être ses raisons. Il a peut-être des informations que beaucoup d'autres n'ont pas. Il a peut-être aussi organisé des élections et il sait comment on organise des élections. C'est peut-être un avantage pour lui. Alors, à qui profiterait ce report, selon vous? Ce report, il profitera sûrement au camp présidentiel, puisque c'est eux qui ont la même mise sur l'organisation du processus électoral. Et Abdoulaye Wade avait défendu l'opposition d'aller aux élections, puisque c'est le gouvernement qui a la même mise sur ce fichier. Donc, sûrement ce report profitera bien au camp présidentiel. Sauf que moi, par rapport au dialogue qui vient de s'ouvrir, moi je m'interroge un petit peu. On vient de sortir d'une échéance électorale qui a un peu quand même fait ressortir quelques blocs. On a vu Ousmane Sonko, le camp d'Idrissa Seck. Pour moi, il y a aujourd'hui la question de la légitimité en politique au Sénégal qui devrait être mise en avant. L'élection présidentielle a un peu quand même mis en place trois pôles, le camp présidentiel, le camp d'Ousmane Sonko d'un côté, Idrissa Seck de l'autre. Pour moi, ce sont ces trois pôles-là qui devraient être au cœur du débat aujourd'hui. Asseoir déjà le débat du leader politique. Bien sûr, oui. Qui sera-t-il? Le leader de l'opposition aujourd'hui, c'est qui? C'est celui qui est arrivé deuxième ou bien c'est celui qui dispose de la majorité parlementaire? L'équation n'est pas encore réglée, mais je crois que comment la légitimité en politique au Sénégal, elle devrait être au centre du jeu. Comme ça, on saura réellement qui représente quoi, qui pèse quoi. Sinon, on assistera à une ruée de leaders qui ne représentent absolument rien du tout au dialogue, pour faire prévaloir des positions personnelles. Moi, je me demande bien, un leader qui n'a pas pris part à une élection, pourquoi on devrait l'accepter de prendre part à des concertations nationales? Mais celui qui est arrivé deuxième à une élection, si on se rend compte qu'il n'a pas pris part à ces concertations-là, il y a un problème. Quelle légitimité va-t-on donner à ces gestions-là? Alors, je vais rebondir sur cela avec M. Cissé, ce problème de légitimité qui se pose. Oui, mais vous voyez, c'est ça le fond du problème. La Constitution, le référendum voté en 2016, désignait quand même un chef de l'opposition. Le président de la République, Macky Sall, a bien mis en application certaines dispositions sorties de ce référendum. Mais 3 ans après, on n'a toujours pas mis en place le statut du chef de l'opposition. Donc aussi, on ne peut pas être dans une situation où le président de la République choisit, selon les contingences de l'heure, ce qu'il arrange pour les mettre en application. On attendait que ce chef de l'opposition soit désigné. Cela aurait légitimé même peut-être une prise de contact entre le président ou le ministre de l'Intérieur et le chef de l'opposition pour connaître ses exigences, pour amorcer ce dialogue. Mais aujourd'hui, on a mis tout le monde au même niveau, que ce soit ceux qui ont recueilli 30% du chiffrage quand même sur leur nom, notamment Idrissa Seck, Ousmane Sonko ou tous ceux qui ont participé à cette élection présidentielle, à quelqu'un qui a juste un récépissé de dépôt et qui ne tient même pas d'assemblée générale de son parti politique. On ne peut pas mettre tout le monde
au même niveau dans le cadre d'un dialogue politique, ça fausse le débat d'entrée, puisque ceux qui ne représentent pas grand-chose électoralement parlant, parce qu'ils n'ont jamais participé à des élections, vont faire prévaloir leur voix au même titre que quelqu'un pour qui on sort d'une élection où il représente quand même 30% du suffrage sénégalais. C'est pas possible. On peut quand même recevoir tous les acteurs politiques, mais dans le dialogue, il faut aussi qu'il y ait des niveaux de concertation. Alors, peut-être nous allons terminer avec ce dernier point avant d'entamer la question sur l'actualité politique au Bénin. Déjà au Sénégal, on parle de mode fast track. Ne pensez-vous qu'il ne faudrait pas résoudre déjà, apaiser le climat politique au Sénégal pour prétendre à une émergence? On parle de fast track depuis la réélection du président. Bon, on a été habitué quand même à des slogans depuis que Macky Sall est au pouvoir. Il y a eu la gouvernance sobre et vertueuse, il y a eu accélérer la cadence. L'accélération de la cadence, qui n'est que le versant anglais, voilà, de faire vite. Mais si c'est faire vite et pour s'amêler les pinceaux et tomber après, je crois que ça n'a pas de sens. Faisons tout à tête reposée et doucement. L'essentiel, je crois que c'est d'arriver à bon port, éviter les frictions, les contestations, comme on a été habitué à voir depuis le début. Parce qu'aujourd'hui, fast track, c'est à la mode, hein? Mais je ne sais pas pourquoi tout d'un coup encore tout le monde se met à la mode fast track. C'est parce que le président l'a dit, mais pour moi, il faut tout juste aller doucement, faire les choses qu'il faut à temps et arriver à bon port. Alors, M. Cissé? Moi, je pense qu'il ne faut pas rêver. Il n'y a pas un seul pays au monde où on dit, parce qu'on a des enjeux de développement, tout le monde se range derrière le chef qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle pour avancer ensemble. Non, je pense que la tension politique participe aussi de la vitalité de notre démocratie. Ça reste juste de la tension politique. Encore qu'au Sénégal, on a dépassé quand même l'étape où on jette les gens dans la rue pour se caillasser. Donc, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas dramatique en soi que les acteurs politiques ne s'entendent pas. Déjà qu'ils amorcent un dialogue, c'est déjà très bien. Maintenant, que ceux qui sont chargés de gouverner gouvernent, l'opposition s'opposera avec les moyens dont elle dispose. Et surtout déjà même que pour stabiliser le climat social, il y a l'opposition, à savoir les candidats malheureux qui proposent la mise en place d'une commission paritaire indépendante des formations politiques dirigées par des personnalités indépendantes choisies dans commun accord. C'est là le paradoxe. Si vous voyez le livre blanc produit par le camp de Idrissa Seck, ils ont fait des recommandations. C'est comme si quelque part, ils tendaient un peu la perche, comme on dit, au gouvernement. Donc celui qui fait des recommandations, il les adresse à quelqu'un. Et là, il n'y a que le gouvernement qui peut prendre ces recommandations et les étudier. Donc on ne voit pas pourquoi ces deux camps-là n'arriveraient pas à s'entendre sur un minimum. Et surtout sur la question de la libération de Khalifa Sall et Karim Wade qui s'opposent déjà? Moi, je pense que ça ne devrait pas être des exigences qu'on pose sur la place publique. De par le passé, on a eu des négociations très complexes qu'on a appelées protocole de Rebus. C'était un dossier aussi compliqué que le cas Khalifa Sall ou Karim Wade. Ce n'est pas des dossiers qui se règlent sur la place publique. Mais à partir du moment où elles sont une exigence publique, elles n'ont pas beaucoup de chance d'aboutir. En tout cas, dans une discussion qui est sur la place publique. On aurait pu en faire des négociations de coulisses, mais je suppose que si on l'a posé sur la place publique, c'est qu'en coulisses, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, ce sera juste un rapport de force, mais ce sera très, très difficile quand même, parce que le président aussi a des gages à donner à son opinion publique, qui ne comprendrait pas que parce qu'on veut aboutir à un accord avec un acteur politique, qu'on cède sur des principes de bonne gouvernance, de gestion sobre et vertueuse, de gestion rigoureuse de nos deniers, qu'on libère des prisonniers qui ne sont pas des prisonniers politiques, puisque le gouvernement s'en défend. Mais l'opinion peut-être ne comprendrait pas. On ne devrait pas, sous le prétexte juste de décrisper une situation, aller ouvrir les vannes et dire on oublie tout, on recommence. Alors, juste rappeler que Macky Sall avait promis, entre guillemets, de libérer... Attention. Pas une promesse, mais quand même, il avait évoqué la possibilité de les libérer. De grâce. Oui, après l'élection présidentielle. C'était un peu maladroit quand même. C'est comme si...
il donnait raison à ceux qui disaient que c'était des prisonniers juste parce que c'était des opposants. Mais surtout, il faudrait laisser Dame Justice faire son travail. Ah, mais bien sûr. La justice est passée. Hein. Là, le dossier aujourd'hui, c'est bouclé. Je pense que les procédures sont épuisées. Il appartient juste au président. S'il le souhaite, de signer enfin, encore que c'est l'Assemblée nationale même qui vote une loi d'amnistie, mais on le sait, si le président le veut, l'Assemblée la fera bien entendu, mais on n'en est pas encore là. Ça dépendra également de sous quelle forme. Si tous les deux veulent recouvrir la plénitude de leurs droits civils et politiques, il va falloir voter une loi d'amnistie. Est-ce que le camp présidentiel est aujourd'hui prêt encore à leur enlever? Je pense que quand vous dites, je me permets de rebondir là-dessus, quand vous dites le camp présidentiel, je pense que ça reste assez... Aujourd'hui, il dépend juste du bon vouloir du président de la République. S'il le dit, ça se fera à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc il n'y a pas à passer par 4 chemins là-dessus. Là, il ne nous reste que 5 minutes, peut-être aborder le sujet de la suppression du poste du Premier ministre aussi, qui suscite également beaucoup de polémiques du côté du camp de l'opposition. Moi, sincèrement, je me dis que la suppression du poste de Premier ministre me laisse de marbre, quoi, très franchement. Puisque dans la Constitution du Sénégal, le Premier ministre n'est que l'émanation d'une émanation du président de la République, qui est élu au suffrage universel. C'est le président qui lui délègue ses pouvoirs. Aujourd'hui, que le président veut se passer de ce Premier ministre, pour moi, je n'y vois pas du tout d'inconvénient. Sauf maintenant, à moins peut-être qu'il se cache derrière cette suppression comme les gens suspectent quelque chose. Ouais, parce que, ce climat de suspicion. Comme toujours. Et ça nous ramène encore au problème de confiance entre les deux camps. Il y a toujours quelque chose, un manque de confiance envers le président de la République. Pour l'opinion, l'opposition en général, dès que Macky Sall sort une idée, il y a quelque chose qui se cache derrière. Ouais. Vous pensez? Ouais. C'est juste une opinion. Non, ça c'est ce que pense le camp de l'opposition et une partie de l'opinion. Ouais. Mais qu'aujourd'hui, le président veut s'arroger tous les pouvoirs dévolus à son Premier ministre et qu'il veuille avoir les yeux sur tout ce que fait son gouvernement. S'il pense que c'est la meilleure méthode d'obtenir des résultats, eh bien, il verra. Alors, on va voir ça peut-être avec M. Cissé. Que pensez-vous de tout cela pour terminer? Le justificatif est en tout cas très léger, de dire que je supprime ce poste parce que ça ralentit les choses. Non, je ne pense pas. Personne n'y croit. Personne, mais vraiment personne n'y croit. Même celui qui l'évoque ne le croit pas. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on pense qu'il y a quelque chose derrière. Parce que... Surtout que ce sujet, je ne vous coupe pas, n'a pas été évoqué lors de la présidentielle. Ça a pris tout le monde de court. Et dire que si on supprime le poste de premier, les choses vont aller vite. Si on pousse le bouchon, on va aussi supprimer les postes de ministres. Comme ça, le président sera directement en contact avec les populations pour qui finalement travaillent les ministres. Et on peut multiplier les exemples de la sorte. Mais c'est surtout, certains, après avoir chanté les performances d'un premier ministre, lui faire dire que son poste ne servait pas à grand-chose ou que son poste quand même ralentissait le travail, c'est un peu contradictoire. Et c'est pour ça, souvent, on pense que le président ne dit pas ce qu'il y a derrière ces idées qui sont lancées comme ça. Et même, c'est dommage, mais même ses partisans n'arrivent pas réellement à savoir ce qu'il y a derrière. Ils le défendent juste tel qu'on le leur donne. Et c'est ça qui est dommage. On a juste les éléments de langage public du président et sans plus. Bon, là, nous sommes arrivés presque au terme de cette première partie, comme je vous le disais. Nous allons parler du sujet du Sénégal avec le dialogue politique qui se poursuit. On dit, espérons arriver à des conclusions qui pourront peut-être apaiser le climat politique au Sénégal, n'est-ce pas? Vous savez, dans une démocratie, il y a deux camps. Il y a le camp de la majorité et le camp de l'opposition. C'est indéniable, c'est comme ça que ça marche. Seulement, il faut qu'il y ait cette culture démocratique qui permettent à chacun de voir les choses ainsi. Malheureusement, au Sénégal, comme partout en Afrique, c'est cette culture démocratique qui nous manque. Ouais. Dans une démocratie, le gouvernement gouverne, l'opposition s'oppose. Il n'est pas inscrit dans la Constitution qu'en
candidat qui perd doit féliciter son challenger. C'est écrit nulle part. Mais c'est dans la culture démocratique. C'est juste une bonne tradition démocratique qu'on a bien voulu préserver. Voilà. Aujourd'hui, si les gens ne sont pas dans les dispositions de féliciter le vainqueur, cela n'empêche pas au président Macky Sall de commencer son deuxième mandat pour ce quinquennat. Je crois que nous devons travailler à renforcer davantage cette culture démocratique et au Sénégal et en Afrique. Surtout que le Sénégal est vanté pour sa démocratie. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Un grand merci à mes invités d'avoir participé. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, vous êtes dans la seconde partie du débrief. Si vous nous rejoignez à l'instant, et là, nous recevons sur notre plateau Mamadou Thior, journaliste, analyste politique. Merci d'être là. Merci, tout le plaisir est pour moi, Aminata, et ravi de revenir dans vos studios. Voilà, avec vous, nous sommes avec Monsieur Mamadou Diouf, consultant au PNUD pour les situations de crise. Merci Madame Thiam, c'est un plaisir de partager le plateau avec M. Thior et vous-même. Un plaisir également de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Alors, nous allons commencer par vous déjà. Comment voyez-vous la situation qui prévaut actuellement au Bénin? La situation qui prévaut au Bénin, je pense, elle est la résultante d'une façon de gouverner de quelqu'un qui est arrivé au pouvoir sans expérience politique en fait, parce que le président Talon était un homme d'affaires prospère, connu, et je pense qu'il a eu maille à partir avec le président Yahi Boni, et par la suite il s'est présenté, il a gagné les élections. Mais le facteur déclencheur, c'est quoi? C'est la faible participation aux dernières législatives, qui a vu seulement, je pense, 22-27%, ça dépend. 27,12% selon le Conseil constitutionnel. Voilà, exactement, la Cour constitutionnelle de participation, ce qui pose un problème évidemment de légitimité. Restons quand même sur ce taux de participation qui demeure le plus faible de l'histoire de la démocratie du Bénin quand même. Si on le dit depuis les années 90, les précédentes législatives de 2015 ont mobilisé 66% des électeurs et il faut remonter en 91 pour retrouver le taux jusqu'alors considéré comme le plus faible, c'est-à-dire 52%. Monsieur Thior. Oui, la législature qui s'achève la 7e, vous vous rappelez ça de bon allure, Aminata, il y avait un taux de participation de 66%. Là, on tombe à 22% parce que c'est ça le taux réel. Moi, je me demande ce que la Cour constitutionnelle a relevé le taux, a rajouté 5 points. Parce que, bon, certainement, ils se sont dit, si nous restons en dessous des 25%, c'est ridicule. Donc, on essaie de mieux vernir l'ongle pour mieux faire passer la chose. Mais le mal est fait. Parce que ça, on savait qu'on allait tout droit vers cette situation-là. C'est désolant qu'on puisse en arriver à ce recul démocratique majeur dans un pays qui nous a habitués quand même à un consensus au niveau des règles du jeu. Vous savez, le président Patrice Talon, quelque part, est trop pressé. Et quand on est trop pressé, on fait beaucoup d'erreurs. Un pays, ça ne se gère pas comme une entreprise, non. M. Diouf l'a souligné. Vous faites un peu le parallélisme avec Donald Trump aux États-Unis. Aujourd'hui, Trump, par exemple, le taux de chômage a atteint un niveau tellement bas qu'on ne l'avait pas vu depuis 50 ans. Et même 3,6%. Vous savez, son taux de participation est en deçà de 50% parce que pourquoi? Les gens disent que normalement, si tout allait, s'il était un bon président, il devait avoir un taux d'approbation de la population de 70%. Justement, est-ce un signal lancé par la population? Absolument, absolument. Si les gens ne sont pas allés voter, moi j'ai entendu des gens qui soutiennent Patrice Talon, qui ont dit, moi je n'y vais pas parce que c'est pas une élection. Des élections où il n'y a que deux listes favorables au président de la République. Même ces partisans, s'ils sont raisonnables, ils savent que ça, c'est pas bien, c'est pas bon pour une démocratie. Regardez, et ça, c'est une tendance qui commence à s'accentuer en Afrique,
on met en place des règles du jeu qui ne sont pas consensuelles pour, à la limite, exclure l'opposition et avoir une assemblée monocolore. Leurs voisins togolais, vous voyez ce qui vient de se passer là-bas. Finalement, les réformes, le président Faure va pouvoir, bon an, mal an, faire 25 ans au pouvoir avant de s'en aller, alors que la revendication principale, c'était en 2020 qu'il puisse peut-être laisser la chance à quelqu'un d'autre de devenir président de la République. Il faut qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait un minimum de consensus. Et ça aussi, Patrice Talon, il a hérité ce pays-là de Yahya Boni, qui a fait preuve de dépassement. Rappelez-vous cette histoire d'empoisonnement entre eux. Il a été exilé à Paris. Donc, s'il ne tenait qu'à Patrice Talon, il aurait pu se dire, mais bon, ce monsieur-là, il ne va pas rentrer, il ne sera pas candidat et il ne serait pas président aujourd'hui. Donc, si les gens font preuve de hauteur dans certaines situations, dans cette situation-là, les gens ont alerté, hein, que ce soit les évêques, la société civile, même si on me dit aujourd'hui qu'elle est discréditée, et les autres composants de la nation, les forces vives, comme on dit, ont alerté avant les élections. Il aurait dû dire que cette élection-là, on la reporte le temps de s'entendre sur un minimum de règles. Mais nous allons y revenir. Moi, je soupçonne, et je suis sûr, il a un agenda caché. Et qu'il veut faire dérouler un peu toutes ces réformes-là qu'il n'a pas pu faire voter jusque-là par l'Assemblée, la 7e législature qui s'achève. Alors, avant de revenir sur les propos de M. Thior, M. Diouf, déjà une élection législative sans aucun parti de l'opposition. Oui. C'est à déplorer parce que je pense, comme M. Thior l'a dit, le Bénin était connu comme une référence en matière de démocratie. C'est depuis la conférence nationale qui s'est tenue dans les années 90, qui a vu Kérékou céder le pouvoir à Soglo de façon assez démocratique. Le Bénin était une référence. Et avec ce qui se passe, je pense que, disons, le mythe est complètement rompu. Et pour chercher des pays, disons, de référence en Afrique, il faut se tourner, comme le disait M. Thior, vers le Cap-Vert, dans notre zone, vers le Botswana, disons, au sud de l'Afrique, le Botswana ou comment ça s'appelle, pays frontalier à l'Afrique du Sud, dont j'oublie le nom, un petit pays, la Namibie. Donc, c'est assez déplorable. Et tout ça, je pense, c'est dû donc à l'application de méthodes de gestion du privé, disons, du secteur des affaires, au niveau des affaires politiques. Et déjà, ces événements malheureux à déplorer qui ont conduit à la mort de 2 personnes. Oui, je le disais à Thior tantôt aussi, ça aussi c'est une erreur de casting et c'est symptomatique, disons, du manque de maturité politique des autorités qui ont géré cette crise-là. Et nous avons assisté même à la sortie des forces de l'ordre. Voilà, mais là, le problème c'est qu'ils n'ont pas sorti la police. Ils ont sorti l'armée. L'armée, ce n'est pas une force qui est de maintien de l'ordre. Donc ça, c'est une erreur, comme je le disais, assez symptomatique de ce qui se passe dans ce pays-là. Alors, M. Thior? Oui, c'est très dommage, la situation que nous vivons présentement au Bénin, où les autorités ont fait même dernièrement des sorties jusqu'au ministère de la Santé. Ils n'ont pas encore donné même de chiffres par rapport au nombre de morts. Parce qu'il y a divergence, l'opposition parle de 9. Jusqu'à présent, officiellement, il n'y a pas de chiffres. Et pourtant, la police est sortie. Ils auraient dû, parce qu'on sait que le mal est fait, ils auraient dû dire qu'il y a tant de morts. Et puis bon, essayer de se justifier. Ils ont fait ça, les autorités de la police. Mais comme l'a dit M. Diouf, quand on sort l'armée, quand même, l'armée, son job, ce n'est pas de maintenir l'ordre. Le militaire, il panique très vite et quand il panique, il dégaine. Donc, ce qui fait que, bon, quand vous sortez la police, il y a moins de risques parce que c'est leur job. Les policiers savent, même si c'est chaud, comment on peut se tirer d'affaire. Mais ce qui n'est pas le cas des militaires. Je pense que les gens qui ont appelé les militaires à aller un peu faire revenir le calme dans le quartier de Kajéoun, c'est eux qui ont
qui ont entraîné les Béninois dans cette situation-là. Parce que vraiment, quand on déplore mort d'homme pour une élection législative... D'ailleurs, tout est parti d'une rumeur sur l'arrestation de l'ex-président Yahya Jammeh. Oui, mais il y a eu un cocktail un peu explosif. Le jour des élections, on coupe Internet pour juste des élections législatives. Quand sera-t-il de l'élection présidentielle? Parce que moi, je me demande, quelque part, le pouvoir a paniqué. Et je pense qu'il aurait pu s'en passer, hein, parce que si on avait pu, il avait su entendre raison auparavant, les gens qui lui disaient, lui-même, il avait dit qu'il avait mal à l'aise quand les 2 listes ont été validées, et il a appelé les acteurs politiques, mais au lieu de prendre ses responsabilités, il leur dit, allez dialoguer à l'Assemblée nationale, en sachant qu'en le faisant, c'était un échec. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ce dialogue-là a été morné. Et finalement, les 2 listes, quand c'est devenu évident, c'est là où ils devaient faire preuve d'autorité et dire que cette élection-là ne peut pas se tenir dans les conditions actuelles, ce qu'il n'a pas fait. Et surtout que la situation, M. Diouf, sociopolitique, née de l'exclusion des partis de l'opposition, les dernières élections législatives au Bénin, préoccupe notamment les dirigeants africains qui ont aussi alerté. Oui, ils ont alerté, mais bon, je pense, enfin, c'est mon avis à moi. Je pense que vous parlez de la CEDEAO dans un premier temps, ensuite peut-être on va monter vers l'Union africaine, mais ces organisations ne nous ont pas habitués à régler les crises politiques dans les pays. Et sur ce plan-là, je ne pense pas qu'il faut en attendre grand-chose. Et le président Talon a comment dirais-je, déployé des émissaires dans ces pays africains-là, justement, voilà, pour les rassurer. Et plaider sa cause, certainement. Sa propre cause. Oui, M. Diouf a raison. Vous savez, la CEDEAO, prenez le cas du Togo. Quand il y a eu crise, la CEDEAO s'est impliquée, mais ça n'a pas empêché Fort Gnassingbé d'organiser un simulacre d'élection au Parlement. Et aujourd'hui, il y a presque une assemblée monocolore au Togo, avec les résultats qu'on a notés, les réformes qui viennent d'être adoptées. Donc la CEDEAO n'est pas proactive. Et c'est ça le drame. Le Bénin, on savait où on allait. On allait tout droit dans le mur. Pourquoi attendre que le mal soit fait pour s'impliquer? Parce que bon, le grand problème que nous avons, c'est que c'est des organisations qui posent problème. L'UA, vous prenez son échec en RD Congo. Ça aussi, c'est un autre sujet d'actualité. RD Congo, 100 jours après l'arrivée au pouvoir, après une soi-disant victoire de Félix Tshisekedi, qui n'est pas capable d'avoir ne serait-ce qu'un gouvernement à lui, 100 jours après, on sait que le rôle que l'Union africaine voulait jouer là-bas, avec finalement, comment ça s'est passé, le camouflet. Puisque le Premier ministre doit être issu normalement de la majorité à l'Assemblée. Absolument, mais il n'arrive pas à s'entendre, parce que bon, certainement, l'accord là pose problème. Parce que c'est une alternance sans alternance réelle, en fait. Les mêmes hommes sont en place parce que c'est les hommes de Kabila. Quand Kabila sont majoritaires à l'Assemblée nationale et que normalement le Premier ministre devrait être issu de cette mouvance. Dans les différentes assemblées jusqu'au gouverneur, Kabila est majoritaire. Donc ça veut dire que Kabila n'est pas parti. En réalité, il reste l'homme fort de ce pays-là. Donc Félix Tshisekedi, à la limite, n'est qu'un, disons, à la limite un faire-valoir, comme le dit M. Diouf. Donc ça pose le problème de l'Union africaine et de nos organisations sous-régionales et continentales. Je pense on doit les réformer si on veut arriver à faire en sorte que nos processus démocratiques soient réussis et qu'elles tapent du poing sur la table quand ça ne va pas. Mais être un médecin après la mort, ça ne sert à rien du tout. Et vous avez tantôt décrié cette manière de gérer le pays du président Patrice Talon. Vous avez même parlé de cocktail explosif, entre autres. Mais il a aussi été félicité pour avoir rétréci l'économie du pays. Oui, c'est bien de faire des progrès économiques. Mais si, de l'autre côté, le pays est désuni et divisé en deux, à quoi ça sert? Je pense qu'une économie florissante dans un pays où les gens se regardent en chien de faïence, on n'aura pas le temps d'en profiter. Donc, il doit faire en sorte de mieux unir les Béninois.
parce qu'il ne servira à rien d'avoir un taux de croissance à 2 chiffres si les Béninois qui vivaient en harmonie, maintenant se regardent en signe de faïence, et ça, c'est désolant. Et il y a beaucoup de secteurs, M. Diouf, à redresser dans le pays, on peut le dire, notamment l'éducation, la santé, entre autres. L'éducation, la santé, je pense que ça, c'est des problèmes qui sont communs à beaucoup de pays africains, à beaucoup de pays ouest-africains. Mais je pense que la priorité du président Talon, ce serait de faire revenir, disons, de faire revivre la démocratie béninoise telle qu'on l'a connue. Et ce serait, je pense, plus bénéfique pour la population, pour lui-même et, disons, pour ses voisins immédiats. Peut-être un dernier mot, M. Thior, sur le Bénin, avant de passer à la Libye. Non, c'est désolé. Par exemple, comparaison pour comparaison, la législature qui s'achève, la 7e, normalement, si les choses continuent telles qu'elles sont actuellement, la 8e législature qui pose problème doit être installée le 15 mai prochain. Et ça, il faut redouter ce jour-là, parce que ça doit se faire à Porto Novo. Porto Novo, c'est le fief de Adrien Oumeji, président actuel de l'Assemblée nationale, qui n'a encore rien dit depuis que les choses se passent, là, depuis le jour du scrutin. Et le climat reste tendu dans le pays. Absolument. On ne sait pas ce qu'il réserve ce jour-là dans son fief, parce que c'est un camouflet pour lui aussi. Donc ça, il faut redouter ça. L'autre affaire, pour montrer le recul qu'on note dans ce pays-là, l'Assemblée qui se termine, il y avait au moins 8 groupes parlementaires. Pour une assemblée qui compte que 83 députés. Il faut le faire. Il y a des assemblées où il y a 200 députés, où il n'y a que 2 groupes, à la limite un groupe. Donc ça veut dire que quelque part, cette assemblée, il y avait une vie parlementaire. Donc de 2 groupes parlementaires, vous allez retomber à, du moins de 8, vous allez retomber à 2, avec ces 2 listes validées. Et ceux qui caricaturent, ils disent que ce n'est même pas des élus, c'est des nommés, les 83 nommés par Patrice Talon. Oui. Les gens qui taquinent un peu. Je pense que peut-être que la raison va prévaloir. Il ne sert à rien peut-être de continuer, mais ce que je disais, ce que je soupçonne et ce que je redoute, il fait le mort. Parce que dans un pays normal, pour une fois il y a eu des morts, il aurait dû s'adresser à la nation. Ce qu'il n'a pas encore fait. Ça veut dire qu'il fait, quelque part, peut-être qu'il fait le dos rond, le temps de laisser passer la tempête, et s'il réussit à installer cette assemblée-là, essayer de réussir à faire voter toutes ces lois-là que l'Assemblée, les parlementaires lui ont refusées, pour peut-être continuer à gouverner comme un chef d'entreprise le Bénin, mais je sais qu'il n'aura pas la tâche facile, parce que le Bénin n'est pas certain pays où les gens se laissent faire. Une dernière question avant d'en passer à la Libye peut-être. Que devrait être la posture de l'Union africaine ou de la CEDEAO par rapport à ce cas de figure? Je pense que la posture de la CEDEAO devrait être peut-être d'envoyer une équipe pour essayer de rapprocher les 2 camps et de trouver une solution de sortie de crise. Sous quelle forme? Il y a peut-être plusieurs pistes. On peut rapprocher les 2 camps, on peut essayer de peut-être faire annuler l'élection, mais ça, je ne pense pas que ça puisse arriver. Mais la paix au Bénin vaut ça? Oui, évidemment, ça vaut ça, mais je pense que nos dirigeants africains ne nous ont pas habitués à ce genre de concessions. Ce que je crois, c'est que je pense que rapprocher les 2 positions, disons, faire baisser la tension et se tourner vers l'avenir, je pense que ce serait une très bonne chose. Un dernier mot, peut-être rapidement, avant de passer à la Libye. Envisager un nouveau scrutin, parce que cette assemblée-là, ils ne vont pas se laisser faire. L'opposition comprend très bien que pour faire plier Patrice Talon, il n'y a que la rue qui le reste, parce que s'ils ne sont pas à l'Assemblée, ça veut dire que même s'il réussit à faire installer son Assemblée, cette 8e législature, ça va être l'instabilité, parce que l'opposition va descendre perpétuellement de manière continue dans la rue. Et surtout que la population a déjà réagi à travers ce faible taux de participation législative. Voilà, ça c'est un signal. Mais est-ce que les gouvernants actuels ont su décrypter ce signal-là, le faible taux? Donc s'ils sont des jusqu'au votistes, ça veut dire que la confrontation
et va continuer et on ne sait pas, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà. On a comme une confrontation entre la légitimité et la légalité. Et la légalité. Et bon, on verra. Voilà. Maintenant, nous passons à la Libye plutôt, qui est dans l'actualité également avec ce bras de fer entre Fayez el-Sarraj et Khalifa Haftar. Que pensez-vous déjà de ce climat qui règne en Libye? Fayez el-Sarraj et le général Haftar, ils se disputent quoi? Qu'est-ce qu'il y a en Libye aujourd'hui? Il n'y a même plus d'État. Mais le pays est à l'arrêt. Il y a un combat de légitimité entre les deux. Oui, je sais, mais à la limite, ils se disputent quelque chose qui n'existe que peut-être sur le papier. L'autre est un militaire, l'autre est un politique. Et que bon, les puissances occidentales aussi ne jouent pas franc jeu. Parce que quand vous voyez un peu le jeu double de la France, de Macron, dans cette affaire-là, son jeu n'est pas clair. Et ça renforce Khalifa Haftar dans son jusqu'au-boutisme aujourd'hui. Donald Trump aussi a mis un peu avec ses faucons. John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale, qui pense que tout se règle par les armes. On voit son attitude envers Cuba, du moins envers le Venezuela, en Libye. Aux dernières nouvelles, je disais même qu'aujourd'hui Trump est un peu frustré parce que lui, il n'est pas un peu interventionniste. Il n'aime pas l'intervention que les Américains nous ont habitués. Donc il s'est rendu compte que finalement John Bolton est en train, surtout en Libye, de l'entraîner dans un engrenage qui n'est pas bon pour l'image des Américains. Mais pour en revenir à la question, il faudra fatalement que ces deux-là s'asseyent autour d'une table. Parce que l'autre, c'est l'homme fort au plan militaire, l'autre au plan politique, et il est reconnu par la communauté internationale. Ils doivent s'entendre pour le bien des Libyens, parce que les Libyens ont assez souffert depuis la disparition de Muammar Kadhafi. Ce qui est très important. Alors, M. Diouf Fayez, qui est en tournée européenne, qui cherche du soutien étranger, et le maréchal Khalifa Haftar, qui dernièrement même a été reçu et qui a le soutien du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Que pensez-vous de tout cela? Oui, ce que j'en pense, c'est qu'on a ici, donc, disons, une situation très symptomatique de ce que c'est que la communauté internationale. Elle tergiverse, elle, disons, se contredit en fonction des intérêts des uns et des autres. Parce que quand vous voyez un peu cette division-là, vous avez, disons, al-Sarraj qui est soutenu par la communauté internationale avec son gouvernement d'union nationale. Au niveau des pays arabes, vous avez la Turquie et le Qatar qui sont derrière. Pour, comment il s'appelle, le maréchal Haftar, comme le disait Thior, vous avez des soutiens avoués ou inavoués, la France, la Russie, les États-Unis. Il faut le dire quand même, il y a beaucoup d'ingérences étrangères dans ce dossier. Exactement. Donc, le paradoxe, c'est que le gouvernement de al-Sarraj, excusez-moi, est reconnu par la communauté internationale. À laquelle appartiennent ces pays-là. Exact, à laquelle appartiennent ces pays-là. Et cette communauté internationale est, disons, elle est symbolisée par les Nations Unies. Alors quand vous regardez les soutiens d'un côté comme de l'autre, vous voyez que le Conseil de sécurité ne peut pas être efficace dans ce dossier-là parce que vous en trouvez avec Farage, vous en trouvez avec Sarraj. Donc, Haftar du moins, Haftar et Sarraj. Donc, c'est un peu un jeu d'intérêt auquel on assiste. Et en fait, ce n'est pas les préoccupations des populations libyennes qui sont prises en compte. Parce que le pétrole continue à couler. Absolument, c'est ça. Le pétrole continue à être acheté. Et c'est l'enjeu principal, en fait, de toute cette situation-là au niveau de, comment on s'appelle, de la Libye. Bon, la Libye en tant que telle, disons, au départ, la Libye n'a jamais été un pays unifié. Vous aviez, avant, disons, l'indépendance en 1963, 3 principales régions, la Tripolitaine, comment on s'appelle, la Cyrénaïque et le Fezzan, ou Fazan, je ne sais pas trop. Et c'est un peu...
je ne sais pas, cette division-là, elle est peut-être culturelle quelque part aussi. S'appuyer sur des tribus, quoi. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui s'agitent, mais qui ont des intérêts, en fait, qui ont intérêt à ce que la situation reste en l'état. Et qu'elle ne s'arrange pas. Qu'elle ne s'arrange pas, parce que plus vous divisez les gens, mieux et plus facilement et certainement moins cher, vous achetez le pétrole. C'est ce qui se passe. Chacun y trouve son intérêt. Oui, malheureusement, on me signale que nous sommes arrivés au terme de cette deuxième partie. Peut-être un dernier mot, rapidement. Oui, en 2 secondes. C'est la manne pétrolière, hein, comme le disait M. Diouf. Ils veulent pomper la manne pétrolière, profiter un peu de cette situation confuse, essayer de tarir cette manne pétrolière-là. C'est le cas des Français, des Américains et autres, et même des Italiens qui sont très présents là-bas. Donc ce qui fait que ils ne feront rien pour que ça s'arrange certainement entre les deux hommes, mais c'est les deux hommes qui sont des Libyens, qui sont des patriotes, qui doivent mettre en avant l'intérêt de leur pays. Absolument, parce que les Libyens ont trop souffert. Pour le bien-être du peuple libyen. Absolument. Voilà, nous allons terminer par ces mots. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous sommes au terme de cette émission, malheureusement. Je voulais juste préciser que j'étais là au nom du Club Sénégal émergent. Merci en tout cas. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est la fin du débrief. Rendez-vous dans un autre débrief toujours sur Médian TV Afrique.